Tu es un CEO, un dirigeant, un entrepreneur, tu veux faire grossir ta boîte, tu veux scaler, aller vite, mais tu es confronté à un problème, c'est comment te financer en 2025 pour accélérer. Quels sont les modes de financement de la croissance aujourd'hui? Comment affronter la levée de fonds? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on perd? Comment éviter les pires erreurs qu'on fait en levée de fonds? Comment lire une term sheet? Comment éviter de tomber dans les pièges principaux que trouvent les entrepreneurs dans la levée de fonds? Quelles sont les principales questions qui se posent? Ce sont tous des sujets qu'on va aborder ce soir dans cette émission du CEO Club qui s'appelle CEO Live Talk. On parle de dirigeant à dirigeant et on va parler de financement de la croissance pour les entreprises. Et pour ça, ce soir, j'ai la joie d'accueillir Thibaut Guiménez. Thibaut Guiménez, c'est un des cofondateurs de Super Capital. C'est un des plus gros fonds de business angel et de levée de fonds et de dette non dilutive en France. C'est plusieurs dizaines de deals accompagnés chaque mois avec des levées de plusieurs centaines à plusieurs millions d'euros. Et c'est quelqu'un qui passe énormément de temps dans les dossiers de levée de fonds et qui a au moins 50 dossiers par semaine d'entrepreneurs qui cherchent à lever. Donc, j'ai hâte de parler avec Thibaut de tous les secrets du financement de la croissance pour les entrepreneurs et les dirigeants. Allez, on y va. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ravi de te recevoir ce soir sur cette émission. Merci. Du coup, je pense que ceux qui nous écoutent aimeraient bien te connaître un petit peu plus personnellement. Et la meilleure manière de savoir qui tu es, c'est d'aller un petit peu dans le question cash. Donc, je vais te poser une série de questions qui vont nous apprendre un peu plus sur qui est le vrai Thibaut. C'est parti. C'est parti. Je vais te demander de dire si tu es d'accord ou pas d'accord et de justifier rapidement sur la phrase que je vais te dire. Ok ? Première question. Je suis féministe. 100%. Ok. Le pouvoir aux femmes. Pouvoir aux femmes. Enfin, woman power. Exactement. Je suis un requin. Faux. Je suis un gentil. Après, par contre, dans le monde dans lequel je suis, l'investissement, il faut parfois se battre pour avoir les bons deals. Donc, pas forcément être un requin, mais faut pas être une antilope non plus. Un orque. Ouais, un orque, c'est intelligent. En plus, c'est bien. L'orque, c'est collaboratif. Et Super Capital, c'est l'histoire d'une équipe avant d'être l'histoire d'une personne. Donc, ouais, une orque, c'est très bien. Je suis plus investisseur qu'entrepreneur. Ah, je suis les deux. J'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat et Super Capital est une aventure entrepreneuriale dans l'investissement. Donc, 100% les deux. Je suis prêt à licencier pour sauver ma boîte. Obligé. Le collectif prévaut sur chaque individu, c'est le principe d'une entreprise. Je suis fatigué du bullshit LinkedIn. Ouais, m'en parle pas. Je suis plus que fatigué, je suis énervé. Mais il y a quand même de la qualité sur LinkedIn. Hein. Mais bon, les gens qui postent des choses sur leur vie perso sur LinkedIn, allez ailleurs, quoi. Je suis convaincu qu'il faut lever pour exister. Ça dépend de tes ressources, ça dépend de ton business, ça dépend de l'ambition que tu mets dans ton projet. Non, il ne faut pas forcément lever. Après, si on parle de tech, si on parle de boîtes qui ont une ambition mondiale, le faire sans cash, sans capitaux propres, ça reste quand même très compliqué. Je suis du genre à dire non à un chèque. Ça dépend de la taille du chèque. Si tu veux, pour l'instant, nous, en tout cas, chez Super Capital, c'est nous qui faisons les chèques. Alors après, on va les chercher aussi, mais pour l'instant, on est dans une logique de construction, donc on n'est pas à vendre. Je suis plus rationnel qu'intuitif. 100%. Alors après, 90. Il y a un peu d'intuitivité quand même dans le monde du venture capital, il y a du feeling. On essaie quand même de rationaliser nos décisions et pas laisser libre cours au biais cognitif. Je suis prêt à trahir pour réussir. Non, j'ai jamais trahi, je le ferai pas. Ça finit par revenir à puissance 10, donc non. Il faut de la régularité et des valeurs dans ce qu'on fait. On est sur, encore une fois, un Super Capital où l'investissement, c'est des temps longs. On parle de 10 ans, donc si tu commences à faire n'importe quoi au début, c'est sûr que ça va te revenir dedans. Alors, toute cette discussion sur le financement, c'est extrêmement intéressant. Si ça t'intéresse et que tu es un dirigeant, que tu fais entre 100 000 et 100 millions, que tu es intéressé par la croissance des entreprises et les réseaux de dirigeants, ce que je t'encourage à faire, c'est venir rencontrer les membres du CEO Club à un événement. Pour ça, c'est hyper simple. Il suffit d'aller dans la description. On a le site internet ceoclub.pro avec la liste de tous nos événements en France, sur Paris et la Côte d'Azur. On a 2 ou 3 événements par mois qui permettent de venir rencontrer d'autres dirigeants et de faire du réseau parmi d'autres CEO. Peut-être à une prochaine, à un événement du CEO Club. Et dernière question, je suis heureux dans ce que je fais. Ouais, très heureux. J'ai une super team. Entrepreneur, c'est compliqué. Entrepreneur dans la finance, c'est particulièrement compliqué. Entrepreneur dans la finance, dans le venture, en 2025, c'est pas facile, mais c'est excitant. Merci en tout cas pour ces réponses. On sait mieux du coup qui est le vrai Thibaut. Maintenant, avant d'aller dans les détails de quels sont les secrets de la levée de fonds pour les entrepreneurs, notamment dans la tech, imagine, je suis un dirigeant, je me lance dans l'aventure de la croissance. J'ai fait mes premiers euros de chiffre d'affaires et puis je veux accélérer, je veux croître. Et je ne sais absolument rien de la levée de fonds et du financement. Je suis un noob total. Comment tu dirais
à ce dirigeant, comment tu l'expliquerais le financement et la levée pour les nuls? La première chose, c'est qu'une entreprise, c'est des actions. Et nous, on revient toujours au concept des actions quand on est investisseur pour faire des valorisations, pour comprendre les pourcentages de détention. Donc, une boîte, c'est des actions. Et les actions, c'est un peu ton capital, c'est de l'argent que tu as au départ. Alors, ça s'appelle des actions. Et puis, petit à petit, tu vas céder des actions. Donc, tu vas céder une part de ce que tu construis en échange de cash. Et c'est ça qui est intéressant quand on est entrepreneur, c'est qu'on part avec un capital. Le capital, c'est 100%. On ne peut pas en avoir plus, en fait. Et petit à petit, le capital, il diminue, puisqu'en fait, au fur et à mesure qu'on se finance, on va céder des actions. Grosso modo, on va en perdre. Et ce qui est hyper important quand on est entrepreneur, c'est de comprendre que durant tout le projet, il faut gérer avec précaution le capital qu'on cède. Parce que si on en cède trop, on peut avoir un désalignement d'intérêts. Et par contre, si on n'en cède pas assez, ou si on n'a pas suffisamment de capacité d'investissement, on peut ne pas avoir la vélocité requise. Donc le point de départ, c'est ma boîte, c'est départ. Et à partir de là, je vais pouvoir jouer avec le capital, je vais pouvoir émettre des actions, je vais pouvoir céder des actions afin de pouvoir financer mon entreprise, investir et aller chercher la croissance. En promesse de rendement futur. Alors bien évidemment, ça c'est le deuxième point clé qui quand on crée une boîte et quand on veut la financer, c'est que le capital au départ c'est le sien et puis petit à petit c'est plus le sien. Et donc quand on fait rentrer des investisseurs extérieurs, il faut comprendre quels sont leurs intérêts, comprendre quels sont leurs modèles de pensée, quel est leur business model pour pouvoir aligner les intérêts. Une des grosses erreurs des entrepreneurs, c'est de ne pas comprendre les modalités d'intervention des investisseurs, de ne pas comprendre quels sont les objectifs de rentabilité. Et c'est là où ça part au clash. Donc, quand on se lance dans un levée de fonds, la première étape, c'est à qui je m'adresse, quels sont les intérêts et le business model des gens à qui je parle pour essayer d'aligner au maximum ces intérêts-là. Et encore une fois, ce n'est pas pareil que tu t'adresses à un business angel individuel qui va gérer son propre argent, à des club deals ou des investisseurs professionnels qui vont gérer l'argent d'autrui. Parce que qui dit gestion de l'argent d'autrui dit rentabilité que la société de gestion ou que le club deal a promis ou en tout cas dont a fait la promotion auprès de ses investisseurs. Justement, c'est un peu la question que je voulais te poser, c'est j'ouvre le livre du financement pour les nuls. C'est quoi les différents chapitres, dans le sens où quelles sont les différentes sources de financement quand je suis un dirigeant et que je veux financer ma croissance? Alors, tu as deux types de financement. Tu as le financement qu'on appelle dilutif. Donc, c'est celui qui va toucher au capital. Donc, c'est globalement augmenter ton capital. Donc, c'est émettre des actions. Et donc, ça, c'est auprès d'investisseurs. Business angel, club deal, fonds d'investissement, etc. Et le deuxième type de financement, c'est le financement non dilutif. Donc là, tu touches pas au capital. Principalement en France, c'est de la dette. Donc, c'est la dette bancaire. Et il y a un deuxième acteur qui joue un rôle clé, c'est la BPI. Dans le monde de l'investissement et dans le monde du financement des startups, la BPI, donc la Banque publique d'investissement, joue un rôle clé puisqu'elle finance les entrepreneurs à travers de la subvention, elle finance les entrepreneurs à travers la dette et elle finance les entrepreneurs parce qu'elle co-garantit. Donc, elle vient faire de la garantie sur du prêt bancaire. Donc, c'est en fait, si tu veux, la BPI, c'est un peu le liant dans l'écosystème de la tech. Et c'est un acteur majeur qui permet à faire que tous ces acteurs-là fonctionnent entre eux. C'est quoi le parcours classique? Je suis un dirigeant, je me dis, OK, je veux financer ma croissance, je veux me lancer dans du dilutif, une non du dilutif. C'est quoi le parcours classique? À quoi ressemblent un petit peu les 6, 12, 18 mois de process pour arriver à ces fins? Ok, alors déjà on va contextualiser, on va parler des boîtes de la tech, puisqu'en fait, en fonction de ton industrie, tous les entrepreneurs n'ont pas la même trajectoire. Donc si je parle de start-up, entreprise technologique, et start-up, il faut bien comprendre ce que c'est start, je commence, et up, je crois. Donc en fait, je modère un tout petit peu tes propos, c'est pas les gens qui vont se lancer dans la croissance, mais les entrepreneurs qui vont chercher une forte croissance. Ok, on pourra revenir sur ce que c'est la forte croissance, mais globalement, on va parler ici de la forte croissance. Un entrepreneur, ça ressemble à quoi sa vie? Il va d'abord trouver une équipe de cofondateurs. Il va globalement, si ce n'est pas un repeat founder, donc un entrepreneur à succès, commencer par construire un produit et ensuite aller chercher les investisseurs. Il y a une catégorie de gens qui arrivent à lever des fonds qu'on appelle en pré-seed. Donc en gros, j'ai une équipe et j'ai quasiment rien. J'ai pas de produit, j'ai pas de clients, j'ai pas de techno, qui arrivent à lever des fonds. Parfois beaucoup, on parle de 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros en pré-seed. Ça, c'est quasiment le cercle très fermé des entrepreneurs qui ont déjà monté une boîte, qui ont déjà revendu une boîte, qui ont fait gagner de l'argent aux investisseurs. Et c'est souvent ces anciens investisseurs qui réinvestissent dans de nouveaux projets. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, parfois on ne comprend pas parce qu'on a un produit, on a un peu de chiffre d'affaires, on va lever des fonds et on se prend des murs. Et on se dit, mais je ne comprends pas, dans la presse, je vois des mecs qui arrivent à lever des 4, 5, 6 millions d'euros alors qu'ils n'ont rien. Parce qu'en fait, monter une boîte, c'est hyper compliqué.
Et on sait que ceux qui l'ont déjà fait, ils ont une probabilité de réussir qui est plus importante que ceux qui lancent leur premier projet. Donc c'est un marché qui est inégal. C'est pas fair, effectivement. Il y a une question d'inégalité entre les entrepreneurs, mais c'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi du capital, c'est la loi de l'investissement. Ceux qui ont déjà réussi attirent les investisseurs et peuvent lever plus vite que ceux qui n'ont pas réussi. Donc là aussi, il y a deux trajectoires quand on est entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur non successful, donc c'est votre premier business, vous avez peut-être monté un premier business, mais vous ne l'avez pas exité, vous ne l'avez pas vendu pour plusieurs centaines ou millions d'euros. L'étape, c'est je construis mon produit, je vais chercher un peu de traction. Donc vous choisissez un indicateur clé de performance, le nombre d'utilisateurs actifs, l'augmentation du chiffre d'affaires, le nombre de POC que vous signez. Et à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une inflexion de la courbe, alors chez nous, chez les VC, on appelle ça le product market fit. C'est en gros à partir du moment où vous sentez avoir une adéquation entre un marché, un besoin et ce que vous avez construit. Vous avez ce momentum qui est hyper important où vous sentez que votre boîte commence à décoller. Et ce momentum-là, vous capitalisez dessus en allant chercher du financement. Les premiers investisseurs, ce sont des business angels. La vraie première étape, l'étage numéro 0, construire un produit. C'est ton produit. Ton produit. L'étage numéro 1, c'est les business angels. Alors, ta première étape, c'est je construis un produit. Ce produit-là, la deuxième étape, c'est il faut que j'ai une validation du marché. Donc, valider un marché, valider un produit, ça veut dire il faut que j'ai des utilisateurs, à minima des utilisateurs, au mieux des clients. Un premier client, c'est toujours mieux qu'un utilisateur. Un client qui paye, c'est toujours mieux. Et une fois que tu as ça, là, tu es, dans la plupart du temps, éligible à aller pitcher à des investisseurs pour pouvoir lever de l'argent. Alors, il y a un type d'investisseur qui arrive parfois avant les business angels, c'est ce qu'on appelle family, friends and fools. Donc ta famille, voilà, souvent quand tu lances un projet, tu demandes à ta famille, etc. Friends, tes amis, les gens avec qui tu as eu des relations principalement professionnelles ou amicales et qui ont confiance en toi. Parce qu'au début, quand tu investis dans un projet, quand il n'y a rien, tu investis sur la personne. Et puis les fools, c'est les gens fous. Donc c'est les gens qui misent sur toi alors que tu n'as que dalle. Et souvent, ces trois premières typologies d'investisseurs vont te permettre de lever, alors ça dépend de la puissance de ton réseau, ça dépend de si tu as bossé dans une grande boîte où tu as fait du bon boulot, les gens ont confiance en toi, peut-être 50 000, 100 000, 200 000 euros. Avec ces 200 000 euros, tu peux aller chercher du financement non dilutif, des prêts d'honneur, Wilco, Réseau Entreprendre, BPI. Et avec cette enveloppe de petit capital, de prêts d'honneur et parfois de prêts bancaires, parce que les banques jouent aussi le jeu, avec ces 300 000 à 400 000 euros, tu lances ton projet et tu peux atteindre tes premiers objectifs de chiffre d'affaires. Et une fois que tu as ton chiffre d'affaires, là, tu peux aller voir les business angels, les club deals, les fonds early stage, etc. Lever des fonds, c'est pas un dû, c'est quoi moi, si tu veux, lever des fonds, je dis que c'est un 400 mètres. C'est-à-dire que c'est pas un sprint. Personne n'arrive à lever des fonds, à part si tu es la catégorie des successful entrepreneurs qui ont déjà vendu leur boîte plusieurs millions où tu peux lever en une semaine. Donc, c'est pas un sprint. Mais lever des fonds, c'est pas un marathon. Parce qu'en fait, si tu commences à passer, notamment au début, plus de temps à lever des fonds qu'à développer ton produit, un, tu t'épuises, et deux, tu envoies des mauvais signaux au marché. Parce qu'en fait, les gens, ça finit par se savoir. Une levée de fonds qui traîne, ça envoie un mauvais signal. Donc, les entrepreneurs, je dis toujours, c'est une levée de fonds, c'est un 400 mètres. Tu dois partir vite, faire un effet d'annonce, créer une tension sur le marché pour dire, putain, c'est en train de prendre, il faut que j'y aille. Il faut savoir tenir la cadence au milieu parce que c'est hyper intense, quoi. Tu dois répondre aux investisseurs, tu dois construire ton produit, tu dois aller chercher du bancaire. Et donc, tu dois arriver à faire 10 tâches à la fois et tu dois pas craquer à la fin. À la fin, quand tu passes dans la partie négociation du pacte d'actionnaires, que tu n'as plus de cash mais qu'il te faut tenir parce qu'il te faut quand même payer tes serveurs, tes salaires, etc. Quand tu prends un no-go alors que tu as tout le monde qui est chaud, et puis à la dernière minute, tu as un investisseur qui se rétracte, ou tu prends un nom de la banque, ou tu as BPI qui tu pensais avoir 40 ou 50 000, il te dit c'est 30, il faut tenir. Donc c'est vraiment un 400 mètres, tu commences fort, tu tiens dans la durée, et tu craques pas sur la fin. Justement, il y a un troisième aspect dans le financement de la levée, c'est on dit toujours qu'il y a deux volets. Il y a la partie chiffres, la partie financière, et la partie gouvernance. Et souvent, quand tu dis c'est un 400 mètres, c'est que les gens regardent beaucoup les chiffres. Et voilà, je vais lever X millions, mais regarde moins la partie gouvernance. Et du coup, il y a des surprises à la fin. C'est quoi ton avis là-dessus et comment toi tu gères ce côté un petit peu d'avoir ces deux volets? L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'une levée de fonds, ça va de pair avec un pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, c'est un contrat qui est fort. C'est un contrat qui va définir la manière avec laquelle les nouvelles parties prenantes du projet, donc les fondateurs historiques et les investisseurs, vont passer les 5 à 10 prochaines années. C'est comme un contrat de mariage. Et en fait,
ce qui est compliqué, c'est qu'au moment où tu signes, tu es dans un moment d'euphorie, tu es heureux. Sauf qu'en fait, il faut se dire que tu dois anticiper les clauses comme dans un mariage où tu as un divorce. Et tu as l'un des deux conjoints qui veut se barrer avec la baraque, les enfants, la garde, etc. C'est la même chose. Et donc, lever des fonds, c'est encadrer la gouvernance future et la relation que tu vas avoir avec les parties prenantes. Un pacte d'actionnaires, c'est un document qui fait entre 20 et 40 pages au début. Alors après, quand tu as les boîtes qui grandissent, ça peut faire 80, 100, 120 pages parce que c'est des grosses boîtes. Et donc, la gouvernance, elle est essentielle. Alors, on ne va pas passer le pacte d'actionnaires en revue parce qu'il y a beaucoup de clauses, mais globalement, les clauses importantes, c'est comment est-ce que je prends les décisions importantes. Avant, j'étais tout seul. Quand tu crées ta boîte, tu es toi et ton associé, ou trois si vous êtes trois. Là, c'est quels sont les quorums, quelles sont les typologies de décisions, notamment souscrire un crédit, ouvrir une filiale internationale, pivoter le projet, parce qu'on sait que quand on monte une boîte, parce qu'il faut faire attention, c'est pas parce que tu restes majoritaire de ta boîte que tu as le pouvoir. Et ça, souvent, les gens ils confondent. Alors, j'ai X% de la boîte, donc c'est bon, j'ai le contrôle. Ouais, mais le pacte de gouvernance fait que dans certains moments, tu peux ne plus avoir ce contrôle. C'est ça qui est important. Donc, dans le pacte, en fait, tu vas souvent définir un board. Et le board, il va pouvoir prendre des décisions qui vont aller au-delà de ce qui est écrit dans les statuts. Donc, tu as les statuts qui est en gros les statuts officiels de la boîte. Et le pacte inclut le board. Et par contre, les décisions principales de la boîte se prennent en board. Et le board, tu peux avoir par exemple une clause qui dit que l'investisseur majoritaire a un droit de veto sur X ou Y décision. Par exemple, changer complètement l'activité de la boîte. Et toi, tu es en train de pivoter parce que tu te rends compte que ton marché n'est pas bon. Tu as envie de lancer, tu faisais une fintech, tu veux faire un SaaS. Si dans tes statuts ou dans ton pacte, tu as changé complètement l'objet social de la société, requiert l'aval de l'investisseur lead, l'investisseur majoritaire, même si l'investisseur n'est pas majoritaire dans toute la boîte, mais l'investisseur majoritaire, il peut refuser. Alors, ce n'est pas dans l'intérêt de la boîte, mais ça existe. Donc, hyper important au niveau de la gouvernance. Et le deuxième point qui est clé dans un pacte d'actionnaires, c'est qu'il y a une clause qu'on appelle une clause de leaver. C'est qu'à partir du moment où vous faites rentrer des investisseurs, on peut exiger que dans certaines circonstances, on peut dégager le fondateur. C'est très connu. Steve Jobs s'est fait dégager de Apple. Il y a plein d'histoires qui arrivent là-dedans. Ça se fait jamais dans des bons moments. Aucun investisseur n'a envie de dégager l'entrepreneur. Mais on essaie d'encadrer dans des systèmes précis les conditions selon lesquelles, si vraiment la société est dans une situation critique et que les fondateurs y sont pour quelque chose, on peut faire sortir de la gouvernance totalement ou partiellement un des fondateurs historiques. Et ça, il faut le savoir. Vraiment, merci, parce que c'est vraiment top. On a vraiment eu 10 minutes vraiment de la levée pour les nuls en condensé. Donc vraiment top, Thibaut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu du mythe de la levée, parce que c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, de racontards, de mythes, de personnes, de légendes sur ce truc-là. C'est un peu mystique. On pense que les gens qui font des levées sont des super-héros, etc. Donc j'aimerais bien aller un peu dans ce détail avec toi. On va faire un jeu de vrai ou faux. Vas-y. Poser des questions. J'ai le droit d'être joker ou pas ? Tu as le droit de faire un joker. Alors, première question. Lever des fonds, c'est signe qu'on réussit. Vrai ou faux ? J'ai envie de te dire faux, parce qu'effectivement, la réussite d'une boîte, c'est à la fin. Lever des fonds, si tu veux, si à la fin, personne gagne de l'argent, ça ne sert à rien. Donc, principalement, c'est faux. Néanmoins, encore une fois, dans le monde de la tech, si tu es sur une logique d'ultra-croissance ou de croissance exponentielle, la levée de fonds est quand même un élément de marquage de ta croissance. C'est-à-dire qu'une boîte qui enchaîne les levées de fonds, si derrière, il n'y a aucun sous-jacent, c'est soit que les investisseurs sont complètement débiles, soit que l'entrepreneur est en train de mentir, est en train de cacher ses chiffres. Donc, oui, parfois c'est décorrélé d'un succès d'une boîte. Néanmoins, quand une boîte fait seed, série A, série B, c'est quand même que la boîte est sur une trajectoire qui va permettre d'avoir un exit à minima pour une bonne partie des investisseurs. La question d'après, c'est vrai ou faux ? Si tu ne lèves pas, tu n'as pas d'ambition. C'est un peu la même réponse que la précédente. Tu peux faire une super startup sans lever des fonds. Néanmoins, c'est plus dur. Deuxièmement, il y a une nouvelle tendance qui existe, notamment dans les boîtes IA. C'est ce qu'on appelle le seed strap. Donc, historiquement, il y avait le bootstrap. On connaît un peu les histoires de l'Emlist, etc. Donc, le bootstrap, c'est en gros, je lève pas d'argent et puis je fais une magnifique boîte à plusieurs millions d'euros. Puis après, il y a l'inverse, les boîtes qui lèvent. Et maintenant, il y a une nouvelle tendance qui est en gros dire, je fais une ou deux levées. Je lève 1 million, 2, 3, 4 millions maximum. Je reste très lean. Je reste une équipe de 10, 15, 20 personnes et je relève plus. Donc, c'est pas du bootstrap. C'est pas la course aux étoiles à la série B, C, D, E, F. C'est je fais une levée qui me permet de structurer, qui me permet de gagner des parts de marché. Et par contre, j'explose pas les compteurs en termes de people. Je reste lean, je reste agile et je crois. Et ça, c'est rendu possible
principalement grâce à l'IA, puisqu'aujourd'hui, avec l'IA, on voit des startups qui arrivent à atteindre des niveaux de chiffre d'affaires de 5-10 millions d'ARR. Donc l'ARR, c'est le revenu récurrent tous les ans, en étant une équipe de moins de 10 personnes. Et ça, c'est un paradigme qui est en train de Il faut dire complètement que révolutionner notre métier. dans la tech, il y avait quand même beaucoup de recrutements qui étaient des recrutements techniques. Absolument. Où Et c'était des sales, hein. et des sales. Quoique le regard humain, bon, on en reparlera, mais je comprends pas vraiment ce que tu dis parce que dans des boîtes de tech qui ont vraiment besoin de ressources humaines au niveau du code de la tech, effectivement, tu peux quasiment faire décroître ta masse salariale de 80%, quoi. Nous, on voit aujourd'hui, tu vois, on a des boîtes en portefeuille qui avaient levé beau seed, belle série A. Ils étaient montés à 60, 80, 100 personnes. Ils n'ont pas réussi à relever derrière parce qu'en fait, c'était pas des boîtes AI native et aujourd'hui, c'était pas AI native. Donc, créé dans l'ère de l'IA, les fonds, c'est difficile d'en caper des gros fonds. Donc là, vous avez deux trajectoires. Soit tu périclites, soit tu prends des décisions radicales, tu divises tes effectifs par 3, mais dans tous les domaines, hein. Marketing, sales, support, finance. Et on se rend compte qu'on a des boîtes qui aujourd'hui sont redescendues à 15-20 personnes et qui continuent à faire de la croissance. Donc oui, il y a peut-être un peu de gras. C'est vrai qu'il y a eu la période faste des levées de fonds 2021-2022 où il y avait un peu de gras. Néanmoins, les gains de productivité liés à l'IA sont réels. C'est vrai pour les grands groupes, c'est vrai pour les startups. Alors maintenant, je vais te poser 6 à 8 questions. Vas-y, Tu me dis juste vrai ou faux, sans argument. je m'y Et tiens. puis, on reviendra sur 2-3 questions intéressantes. Vas-y, OK? Alors, très rapidement, vrai ou faux, sans réfléchir. Plus tu lèves, plus tu es crédible. vrai, Les investisseurs cherchent des produits parfaits. faux, Il faut être rentable pour lever. faux, Une levée, c'est forcément une bonne nouvelle. faux, Lever, c'est le seul moyen de scaler vite. vrai, Les investisseurs misent sur le projet, pas sur la personne. faux, Lever, ça rend libre. faux, Les fondateurs qui ne lèvent pas sont moins respectés. faux. Alors, tu m'as dit que lever, c'est forcément une bonne nouvelle. Et tu m'as dit, tu n'avais pas l'air très sûr. T'as dit vrai? Ouais. Bah, si tu veux, c'est pareil. Déjà, je suis biaisé parce que je suis investisseur. Donc, les projets que je vois, ils sont forcément dans une logique de levée de fonds. Je vois pas vraiment les Oui. projets qui sont pas en levée de fonds. Donc, Tu c'est vois pas les compliqué. boulangers qui veulent faire une C'est deuxième compliqué pour moi de te faire un benchmark, des comparer des projets parce que nous, chez Super Capital, on reçoit 4000, enfin, on voit à peu près 4000 startups par an. Et c'est 4000 startups qui sont dans une logique de levée de fonds. Donc, je peux que comparer celle-là. Et la réalité, c'est que la plupart des startups, des success stories que l'on voit, à 95%, 99%, elles lèvent des fonds. Tu fais pas un Mistral bootstrap si tu veux. Ouais. Tu fais pas un Content Square bootstrap. Tu fais pas un Doctolib bootstrap. Enfin, ça n'existe pas. Donc, oui, lever les fonds dans la tech, c'est quand même un élément structurant de croissance et de succès potentiel. Lever des fonds n'assure pas le succès. Ne pas lever de fonds dans le monde de la tech, avec la vélocité qu'on connaît aujourd'hui, ça me paraît quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Après avoir parlé des mythes de levée de fonds, la question la plus importante, c'est quelles sont les questions que tout le monde se pose sur la levée de fonds et le financement de la croissance. Donc, on va regarder toutes les questions que les gens tapent sur Google sur les recherches de levée de On fonds en connaît quelques-unes. Ouais. au moment de leur vie de fondateur d'entreprise. Alors, on va regarder les questions, on va essayer d'y répondre ensemble. Première question, les gens se posent, c'est pourquoi lever plutôt que s'autofinancer? Alors déjà, s'autofinancer, ça dépend de la capacité d'autofinancement. Donc effectivement, si tu es multimillionnaire et que tu veux mettre ton argent dans ta boîte, tu peux le faire. Nous, quand même, la plupart des entrepreneurs que l'on finance, ils sont pas multimillionnaires. Et donc, quand il faut injecter du cash, ils peuvent mettre peut-être 50 000, 100 000 euros. Ils vont choper un prêt d'honneur, Réseau Entreprendre, Wilco. Ouais. Mais quand tu veux commencer à mettre des centaines de milliers ou des millions d'euros, ils les ont pas. Donc en fait, la question se pose même pas. Si tu veux injecter du cash et que tu l'as pas, bah forcément, tu es obligé de le chercher ailleurs. Et petite précision, même ceux qui sont millionnaires, et ça c'est un point clé que font tous les entrepreneurs américains, tu sais, tu as des mecs qui vendent leur boîte 100 millions, derrière ils relancent un projet, et ils vont quand même lever de l'argent. On dit, mais mec, tu as vendu ta boîte 100 millions ou 1 milliard, pourquoi tu lèves? Ils font deux réponses. Un, je vais chercher du smart money, donc je vais chercher des compétences en plus de l'argent. Et deuxièmement, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc moi, j'ai ma gestion patrimoniale, j'ai fait de l'IMO, j'ai fait autre chose. Là, je lance un projet, je repars. Donc peut-être qu'ils financent le début. Mais c'est une mauvaise stratégie que de dire, je suis exit fondeur et je mets tout mon pognon dans mon nouveau projet. Puis ils savent qu'ils peuvent racheter leur action si jamais. Exactement. Donc voilà. Donc, En fait, ils disent, je préfère payer pour voir. Et pas prendre de risques. Alors, ils en prennent un peu parce que quand même, souvent, ces gens-là financent une partie du projet, mais ils financent pas 100% du projet, même s'ils pouvaient le faire. Alors, deuxième question que les gens se posent le plus sur Google. À quel moment c'est le bon timing pour lever? La plupart du temps, tu sais que le bon timing, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. C'est que si tu lèves parce qu'il faut que tu lèves. Les entrepreneurs qui ont le choix du timing, déjà, c'est peut-être 10% des boîtes. Donc, effectivement, ceux qui ont le choix du roi de dire je lève quand je veux, forcément, tu lèves quand tu n'en as pas besoin parce que tu es en position de force. Et une levée de fonds, faut pas se mentir, hein, c'est un rapport de force et un rapport de séduction.
Donc, plus tu es séduisant, moins tu en as besoin, meilleur c'est. La réalité, c'est que la plupart des gens, ils lèvent parce qu'il y a un momentum. Ils ont une idée, ils savent qu'il faut aller vite, parce qu'au moment où tu as l'idée, il y a quand même la probabilité que tu aies d'autres gens sur Terre aujourd'hui qui aient la même idée que toi Ouais, ça et existe pas, ça. qui soient aussi smart que toi, ça existe. Moi, je dis toujours, vas-y, mais parle-moi de ton idée. Ah, mais je suis d'accord avec toi. L'idée aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. C'est qu'un play d'exécution. Et encore plus dans le monde de l'IA où l'idée ne vaut pas grand-chose. Et en plus, maintenant, créer du code, c'est quasiment à la portée de tout le monde avec le vibe coding, avec Claude, Anthropic, etc. Donc la seule chose qui compte, c'est la vélocité. Or, la vélocité, c'est du cash. Et c'est pour ça qu'il faut lever vite. Moi, je dis toujours, en fait, imagine ton idée, c'est une porte Ouais. qui mène vers un immeuble où il y a autant de portes que de secondes dans la journée. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, tu peux faire un truc différent qui fait que ton exécution va être différente, qui va du coup conditionner le reste de ta boîte. Et donc, en fait, il y a très peu de chances que quelqu'un qui a la même idée que toi prenne la même porte que toi dans l'immeuble parce qu'il y a tellement de secondes dans la journée que quasiment la probabilité, elle est juste nulle. Tu sais que nous, chez Super Capital, quand on reçoit un dossier sur un sujet, dans le mois qui suit, on reçoit tous les dossiers des concurrents. Parce qu'en fait, pourquoi ? Souvent, les idées aussi, mine de rien, elles émergent parce qu'il y a des signaux de marché, des signaux de société, il y a des choses qui s'écrivent sur les penseurs, sur les prospectives. Et puis, dès que tu montes un projet et que tu sais que ton concurrent lève, mais globalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, putain, mais faut que j'aille moi aussi vite et je vais lever. Donc, en fait, il y a des momentum. Et donc, la réponse à ta question, quand est-ce qu'il faut lever ? Il y a une seule réponse, c'est quand tu as un momentum. Qu'est-ce que c'est un momentum ? Il y en a plein. C'est un momentum d'équipe. Tu as trouvé ton cofondateur, tu es full énergie, tu y vas. Ouais. C'est un momentum de traction. Tu as signé tes premiers clients, tu as une inflexion de la courbe de croissance. C'est un momentum de marché. Tes concurrents lèvent, tu veux lever. C'est un momentum technologique. La création de ChatGPT et de la Gen AI, c'est un momentum technologique qui a permis de créer des milliers de sociétés derrière. La clé, c'est de trouver ton momentum et de le faire valoir auprès de tes investisseurs. Le momentum. Question que les gens se posent, comment valoriser ma boîte avant une levée ? Alors, je vais te faire une réponse qui est très simple. Encore une fois, dans le monde de la tech, à chaque fois que tu vas réaliser un tour de table, quel que soit le montant que tu lèves, tu vas céder entre 15 et 25% de ton capital. Tu ne vas pas lever 2%, tu ne vas pas lever et lâcher 40%. Donc en gros, quel que soit le montant que tu lèves, si tu arrives à lever 500 000 euros, 1 million d'euros, 1,5 million, tu sais que tu vas lâcher autour de 20%. Donc structurellement, quand tu fais un produit en croix, tu sais quelle est la valorisation de ta boîte. Et on ne va pas se mentir, nous, investisseurs early stage, on paye pour le futur. Aucune des boîtes dans laquelle j'investis et dont la valorisation moyenne est située entre 3 et 15 millions d'euros ne vaut comptablement 3 à 15 millions d'euros. Elles font quasiment pas de chiffre d'affaires, zéro résultat net. Leur actif, c'est quoi ? Quelques lignes de code. Qu'est-ce qu'on paye ? On paye la croissance future sur une équipe qui a une ambition illimitée et une excellente capacité d'exécution. Donc en fait, il faut arrêter d'essayer de faire des méthodes de valorisation complexes. Le discounted cash flow, la valorisation par les assets, les multiples et tout ça, c'est pour le futur, dans la tech, dans les 24-36 premiers mois, vous allez lâcher 20% de votre boîte à chaque fois que vous allez lever des fonds. Point barre. En lien avec ça, c'est quelle dilution 20%. Acceptable pour toi ? 15 à 25. 15 au début. Pour un pré-seed, tu vois, tu vas lâcher 15. Seed autour de 20-25. Serie A 20-25. Après, de temps en temps, tu peux avoir des bridges. Si jamais tu as besoin de te reluer un petit peu ou si tu as besoin d'un peu plus de cash, tu peux bridger. Ce qui fait que ça peut augmenter un peu la part que tu as cédée à des investisseurs. Mais nous, la règle d'or qu'on a, c'est il faut que les fondateurs, quand ils arrivent au moment de la série A, ils restent majoritaires. Il ne faut pas que la série A, tu vois, c'est quand ta boîte, tu vas lever entre 5 et 15 millions. Si tu arrives et que tu es en dessous de la moitié, ça peut commencer à poser des problèmes de gouvernance. En lien avec ce qu'on a dit juste avant, comment garder le contrôle si tu as perdu déjà la moitié de ta boîte ? Une des questions les plus posées sur Internet, c'est quel document faut-il préparer ? Il faut préparer à minima un deck. Voilà. Alors, ça peut être un deck super simple, mais une dizaine de pages, format PDF, PowerPoint, où tu expliques en gros la vision de ta boîte. Qu'est-ce que tu vas accomplir dans les 5 prochaines années ? Ton produit, le problème que tu résous, comment tu le résous ? Comment tu gagnes tes premiers clients ? Qui y sont ? Combien tu veux lever ? Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ? Déjà, si tu as ces éléments-là dans un deck, ça suffit. Ensuite, les gens vont te demander une cap table, donc la table de capitalisation. C'est en gros qui sont tes actionnaires dans un document G-Sheet ou un Excel classique. Et plus tu vas monter en maturité dans ta boîte, plus on va te demander des éléments de la data room. Donc ça peut être ton pipe commercial, ton business plan financier, tes contrats RH, etc. Mais
Là aussi, je veux rassurer les entrepreneurs qui se lancent. Je ne demande pas une data room pour des entrepreneurs précis qui ont juste un MVP avec 10 clients. Moi, comment est-ce que j'analyse un dossier? Chez nous, c'est 3 calls avec les fondeurs, 2 par mon équipe, 1 par mois. Derrière, un call avec le lead investor qui a déjà fait la due deal auprès des clients, ou alors un call avec un client pour bien comprendre le problème et valider que la technologie elle est en adéquation avec ses attentes. On regarde le pipe ou les clients qui sont signés. Et pour investir 50 ou 100 000 euros, ça suffit. On vérifie que la société elle est bien la propriété sur la propriété intellectuelle, que le pacte d'actionnaires est plutôt bien rédigé. D'ailleurs, il y a des standards. Le Gallion Project publie un standard de pacte d'actionnaires qui est utilisé dans 90% des deals qu'on va passer. Quand tu veux lever des fonds, il y a des templates, etc. Donc, il y a des choses qui sont standards. Plus ta boîte gagne en maturité, plus tu vas devoir produire de la documentation. Et c'est là où se pose la question, est-ce que je me fais accompagner ou pas pour une levée? C'est peut-être une question que tu vas me poser. Au début, non. Allez-y tout seul, les gars. Quand vous montez votre boîte, nous, ce qu'on veut, c'est vous voir à vous. Quand tu commences à arriver au niveau de la série A, se faire accompagner par un professionnel de la levée de fonds, ça peut valoir le coup. Autre question que tout le monde se pose sur Internet, comment trouver les bons investisseurs dans ton secteur? Alors, il y a 2 questions. Il y a comment trouver des investisseurs. Déjà, c'est une première question. Et puis après, comment choisir les bons. Bon, comment trouver les investisseurs? Moi, je vais te raconter comment j'ai levé les premiers fonds avec Super Capital parce qu'en fait, c'est assez représentatif. Quand on a lancé Super Capital, au début, c'était un side project. On ne voulait pas lancer un véhicule d'investissement, on ne voulait pas lancer... c'était vraiment un truc pour nous. J'ai pris mon réseau LinkedIn. J'avais à l'époque 3000 ou 3500 contacts. J'ai fait un export et j'ai passé en revue ces 3000 contacts et je me suis posé 3 questions. 1, est-ce que la personne a une bonne image de moi? Ou à minima une image neutre positive. 2, est-ce que la personne a un peu d'argent? Aller lever des fonds auprès de gens qui n'ont pas d'argent, ça n'a aucun intérêt. 3, est-ce que la personne comprend ce que je fais et comprend qu'il y a un risque de perte en capital et donc si je lui perds son capital, elle n'a pas envie de m'enterrer sous terre. Ça m'a fait passer de 3500 à 500 personnes. Je les ai appelées une par une. Et on a levé 3 millions d'euros avec Super Capital comme ça. Alors c'était un peu extrême, c'était pendant le Covid, j'avais du temps. Ouais. Et c'est la même chose pour l'entrepreneur. N'oubliez pas que les premiers investisseurs, déjà, je disais tout à l'heure la réponse family, friends and fool, vous en avez autour de vous. Ne sous-estimez pas les relations professionnelles que vous avez eues. Ne sous-estimez pas vos anciens boss. Ne sous-estimez pas vos clients. Ne sous-estimez pas les gens avec qui vous avez construit des projets dans votre carrière. Deuxième élément, ne sous-estimez pas le réseau de votre réseau. Les entrepreneurs, aujourd'hui, ils sont dans des incubateurs, ils sont dans des accélérateurs. Tous les co-porteurs de projets qui sont autour de vous ont eux aussi des investisseurs. Et c'est vrai que moi, tu vois, je suis investisseur. Quand j'ai un entrepreneur qui me dit « Thibaut, je monte une boîte, le gars qui est assis à côté de moi, ils ont l'air smart, ils sont en train de lever des fonds, est-ce que je peux te mettre en relation avec le CEO ?» 9 fois sur 10, je dis oui. Donc en fait, la première étape, c'est mapper son écosystème. Alors bien évidemment, si tu as 18 ans, que tu sors de lycée, que c'est ton premier projet et que tu as vraiment zéro réseau, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, si tu as déjà fait ne serait-ce qu'un stage, une expérience professionnelle, que tu as enquillé un incubateur, que tu as ne serait-ce que quelques relations LinkedIn parce que tu as fait une première expérience, déjà parmi ces gens-là, tu as forcément des investisseurs. Et surtout, il y a une approche assez fondamentale. Je le dis souvent parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant tiens, j'aimerais bien lever des fonds pour ce projet-là, qui je peux aller voir? Je dis en fait, va voir effectivement des gens qui comprennent ce que tu fais. Parce que si tu comprends pas ce que tu fais, c'est souvent d'aller voir effectivement la famille, parce que la famille n'a pas besoin de comprendre ce que tu fais. Absolument. C'est plus le côté rationnel, émotionnel. Mais sur les gens qui ne sont pas de ta famille ni proches, c'est est-ce qu'ils viennent de ton secteur et qu'ils comprennent ce que tu fais? Donc, ils vont avoir une accroche rationnelle avec ton projet, parce que ça va les intéresser, parce qu'ils vont savoir de quoi tu parles. Ils vont être curieux. Et vas-y, pas en demandant de l'argent, mais en demandant des conseils. Parce que si tu demandes des conseils, tu auras de l'argent. Si tu demandes de l'argent, tu auras des conseils. Ça arrive aussi, ouais. Ça, c'est très vrai. Donc, allez voir des gens qui connaissent ton industrie. Et ensuite, tu peux aller voir des gens comme Super Capital ou d'autres investisseurs professionnels ou semi-professionnels qui sont spécialisés dans le financement des startups early stage. Et il y a quand même, depuis 5-10 ans, l'écosystème du financement early stage en France, c'est bien structuré. Ouais. Tu vois, nous, on a été parmi les pionniers à faire ça chez Super Capital depuis 2019. On a 1500 investisseurs. On est connecté aussi à tous les autres club deals, à quasiment l'intégralité des VC early stage français et même à l'international. J'étais tout à l'heure avec un club early stage et un VC early stage allemand. Donc en fait, il y a un écosystème. Et il est facile parce qu'il est public. Tu tapes sur ChatGPT, tu tapes sur Google, liste des club deals, il y a des rankings, etc. Et deuxièmement, et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à un entrepreneur, dès que tu as un oui d'un investisseur, tu lui poses cette question-là, est-ce que tu peux m'introduire 2 personnes qui pourraient être intéressées? Un investisseur qui te donne un oui, il est convaincu. Te connecter à d'autres investisseurs, c'est dans son intérêt, parce qu'il va dérisquer,
il va te permettre de sécuriser ton tour de table. Donc, dès que vous avez un oui, en principe, vous trouvez 2 leads. Et puis, c'est la formule mathématique des exponentielles, 2 puissance n. Et si à chaque personne que tu as 2, en 10 oui, tu as quasiment 100 prospects. Et c'est comme ça que tu arrives à faire ton tour de table. Alors, autre question que se posent les gens sur Google. Quels sont les principaux pièges à éviter quand tu lèves des fonds? Le marathon, une levée de fonds qui s'éternise et qui se finit jamais. Une levée de fonds, ça se time. Il faut mettre la pression aux investisseurs. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que l'entrepreneur, il est dans une quête, pour la plupart, de rapport de force inversé. C'est un mode, je cherche de l'argent, je vais voir des gens qui ont de l'argent, donc forcément, je suis dans une logique de demande. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Un entrepreneur, il va pas te demander de l'argent. Un entrepreneur, il va offrir l'opportunité à un investisseur de rentrer dans un deal exceptionnel. Et les entrepreneurs qui ont compris ça, ils savent qu'ils sont en train de rééquilibrer le rapport de force, qu'ils sont d'un égal à égal avec l'investisseur, et que donc, il n'y a pas 36 000 ans pour prendre une décision. C'est, voilà, je lance ma levée, dans 1 mois, dans 6 semaines, dans 8 semaines, je veux ma term sheet, je veux valider mes investisseurs. En faisant ça, déjà, tu rééquilibres le rapport de force et tu peux gagner en optimisation de ta levée. Donc, ne pas éterniser sa levée. Deuxièmement, faire attention à ne pas partir sur des montants délirants. Il n'y a rien de pire que de partir en disant « je lève 10 ». Et en fait, les investisseurs, ils vont au fur et à mesure que tu lèves 5, 4, 3. Ça déchauffe tout le monde. Tu vois. Ils vont me dire, OK, je pars sur une levée à 2, 3. Et limite, à la fin, si tu es oversubscribed, donc si tu as plus de gens qui veulent rentrer, tu dis, je fais une extension, j'augmente mon round, que dire, en fait, je vais lever 5, tu es trop chaud. Tu dis, vas-y, j'y vais, je vais lever 5. Et tu vas voir tes premiers investisseurs. En fait, je veux lever 5, mais j'ai que 2, quoi. Ça, c'est horrible. Ne pas éterniser, ne pas partir sur un montant trop élevé. Troisième conseil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, trouver le momentum. Si tu pars au mauvais moment, imagine, tu pars et tu es au début d'un cycle de baisse commerciale. Comme ta levée va durer 2, 3, 4 mois et que tes investisseurs ils vont te demander des KPI, si quand tu commences, tu es à 20K d'MRR de revenus mensuels et que 2 semaines après, tu es à 18K, que 3 semaines après, tu es à 16K, tu envoies des signaux complètement négatifs. Donc, c'est du marketing. Lancez votre levée de fonds quand vous savez que sur les 3 à 6 prochains mois, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Parce qu'il faut alimenter les investisseurs en bonnes nouvelles. 3 conseils, ne pas éterniser, ne pas partir trop haut, choisir son momentum. Est-ce que lever en 2025, c'est encore réaliste? Nous, c'est simple. Le nombre de boîtes qui lèvent des fonds n'a pas bougé. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que globalement, en France, il y a entre 700 et 800 deals qui lèvent des fonds. Par contre, si tu fais pas de l'IA, que tu n'as pas une expérience dans une bonne boîte tech ou que tu n'es pas bien accompagné, que tu n'arrives pas à encaper les premiers beaux investisseurs, c'est compliqué. Donc en fait, le marché, il reste puissant. Il y a beaucoup de levées de fonds. Par contre, les très belles levées et les grosses levées, elles sont happées par une minorité. Donc le marché, il est clivant. Quand tu vois des moyennes ou des médianes, ça bouge pas. Par contre, il y a beaucoup de disparités au sein des levées de fonds. Donc si tu fais pas de l'IA, que tu n'as pas un CTO qui a un peu de réputation, que tu n'as pas un moment d'inflexion, une croissance qui part, la levée peut être difficile. Autre question, comment savoir si j'ai vraiment pas besoin de lever du tout? Si tu arrives à avoir de la scalabilité, donc la scalabilité, c'est le fait de pouvoir gagner chaque client supplémentaire avec moins d'efforts que le précédent. Donc moins d'efforts, c'est moins d'argent, moins de people ou moins de temps. Si tu arrives à signer de plus en plus de clients et à faire grandir ta boîte sans injecter d'argent supplémentaire issu de nouveaux investisseurs de capitaux propres, tu gagnes. C'est l'équation de scalabilité versus ta capacité d'investissement. On va faire un petit jeu maintenant. Allez. Le jeu des drapeaux verts, drapeaux rouges. J'ai pas de drapeau. Donc je te dis la question et puis rapidement tu me dis red flag ou green flag. Ok. Red flag ou green flag, un fondateur qui parle de vision mais pas de client. Je dirais red flag, mais en fait, ça n'existe pas, quoi. Même si tu n'as pas de clients, on va toujours poser la question de qui sont tes clients. Et si on voit que l'entrepreneur, il connaît rien à ses clients, il sait même pas quel est son ICP, donc Ideal Customer Profile, quel est son persona clé, laisse tomber. Mais franchement, le niveau des entrepreneurs, il a vachement évolué depuis 10 ans. Les gens, ils sont, encore une fois, les entrepreneurs sont dans des incubateurs, ils sont coachés, il y a des advisors, il y a du give back, ça n'existe plus. Une levée de 2 millions avec 0 produit livré. Ça existe. Il n'y a ni green ni red. En vrai, ça existe. Une boîte rentable qui refuse de lever. Ouais, green flag, très bien, pas de souci. Un fondateur qui veut lever pour se payer enfin. Je mets pas de red flag parce que, encore une fois, on ne demande pas aux entrepreneurs de se serrer la ceinture et de ne pas être payé pendant 10 ans, quoi. Faut être humain. Un entrepreneur, s'il a passé son chômage, ça fait 2 ans qu'il se paye pas. On va pas lui demander d'être dans la merde, quoi. Faut arrêter. Nous, ce qu'on veut, c'est un entrepreneur, c'est un humain. Pour lancer une grosse boîte, il faut aussi qu'il soit bien dans sa peau, quoi. Un entrepreneur qui lance en précide et qui veut se payer 200K par an, je dis t'es ouf. Par contre, un entrepreneur
qui dit bah voilà, je veux juste, ça fait 2 ans, j'ai plus de chômage, j'ai besoin de me payer 60K brut pour juste pouvoir être bien et avoir une charge mentale en moins et pouvoir me concentrer à 200% sur ma boîte. Mais bien sûr, mon gars, il n'y a aucun problème. Et je vais même plus que là, c'est à partir de la série A, les gars, faites un peu de cash out. Pensez à votre patrimoine. Moi, dès qu'une boîte lève plus de 5-6 millions d'euros, que les fondateurs se prennent 200-300 000 euros après 4 ans à trimer, à quasiment pas se payer, pour juste se payer un appart et ne pas avoir la charge mentale de se dire j'ai 35 ans, je bosse 80 heures par semaine, je suis locataire, je suis all-in sur ma boîte, j'ai pas d'investissement à côté. Mais enfin, on n'est pas là pour massacrer les entrepreneurs, quoi, encore une fois. Red flag, green flag, un investisseur qui te demande un siège au board dès le premier round. Non, 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 pas du tout red flag. Si l'investisseur est légitime, s'il est smart et s'il met un ticket assez imposant, aucun problème. Red flag, green flag, une levée avec 15 business angels différents. 15, ça va. 20-25, c'est un peu large. Un CEO solo qui garde 90% du capital après 2 tours. Bah, après 2 tours, ça veut dire que soit il a très peu levé, soit il a levé très très cher, quoi. Donc c'est que le mec il doit être bon en vente. Donc potentiellement un très bon vendeur fait souvent un bon CEO, donc je peux lui faire confiance. Un deck parfait, mais aucun KPI concret. Bref, le deck, personne n'investit sur un deck, hein. Donc en fait, red flag, mais nous, si tu veux, le deck, ça permet d'avoir un premier rendez-vous, mais on n'investit pas tant qu'on n'a pas à minima passé 2 heures avec un entrepreneur. Donc c'est pas grave, tu peux ne pas avoir de capital. Enfin, encore une fois, hein, si tu voyais les decks des boîtes de Y Combinator, t'hallucines, quoi. C'est blanc avec écrit problem, un mot. Solution or product. KPIs, ils prennent un chiffre, ils mettent une grosse traction comme ça. We are raising 2 million. Do you want to be in? C'est ça un deck YC. C'est fond blanc, écriture noire, Arial 46, quoi. Et les mecs, ils lèvent 2 millions. Le deck, c'est un support de communication. La clé, c'est d'où tu viens, qu'est-ce que tu as construit. Red flag ou green flag, une boîte avec une communauté ultra engagée, mais pas encore de revenus. Green flag, parce qu'en fait, ça dépend de ton business model, quoi. Si tu fais du consumer, tu vois, je pense aux grosses boîtes dans les fintech comme Gringot, Helios, tu vois, qui avaient des grosses communautés et elles savaient qu'il leur fallait la traction de l'usage pour ensuite monétiser. Et du moment que tu as une grosse lifetime value, donc tu sais que le jour où tu monétises, les gens vont pas partir. Tu peux te permettre d'avoir une traction de communauté et dire que tu vas monétiser. Bon, après, si ça fait 10 ans et que tu n'as toujours pas de revenus, c'est compliqué, mais encore une fois, pareil, ça n'existe plus. Mais te permettre de dire, je fais 6, 12, 18 mois full communautaire et je monétiserai après, ça peut s'entendre. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir parce que c'est 2 points qui m'intéressent particulièrement. Des points assez touchy. En fait, c'est des points que je vois très souvent chez les dirigeants et qui soit m'énervent, soit me rendent triste. Ouais. Déjà, c'est bien, t'as de l'empathie pour eux, donc c'est bien. Ouais, non, mais parce que en fait, je me dis que les gens se racontent des histoires. En fait, le premier point, tu en as parlé, c'est le chômage. En fait, j'ai l'impression qu'en France, et peut-être que tu me diras l'inverse, je sais pas. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Le chômage est un peu l'ennemi de l'entrepreneur, parce que c'est comme si tu donnais à quelqu'un, t'as 2 ans sans pression pour faire un truc qui est en fait quasiment impossible. Où t'as besoin d'avoir ce côté, je te largue dans la piscine sans que tu saches nager en fait. Ouais. Tu n'as pas le choix que de savoir nager. En fait, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. J'étais plutôt en mode dire ça n'a pas d'impact le fait d'avoir le chômage ou quoi, tu vois, sur les entrepreneurs. Et même, c'est plutôt un élément bon parce que ça évite de lever trop. Et en fait, depuis 2 ans, notamment depuis l'avènement de l'ère post-software traditionnelle, avec l'avènement de l'IA, dans l'IA, la clé, c'est la vélocité, c'est l'itération, c'est le pivot. On revient un peu, tu sais, au lean startup, aux fondamentaux. Il faut aller vite. C'est up or out. Tu peux pas rester un peu à stagner parce que si tu stagnes, t'as plus une boîte concurrente, t'en as 100, tu vois. Et donc, aller vite, lever, itérer, se mettre un gros coup de pression, je pense que ça peut aider. Et donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc, il vaut mieux lever, il vaut mieux se mettre la rate au courbouillon, entre guillemets, le faire vite, pivoter, que se dire, OK, j'ai 2 ans et cocotier, quoi. En fait, je voyais plus sur la problématique du genre, t'es entrepreneur, ton seul objectif et le truc qui doit t'empêcher de dormir toute la nuit, c'est générer du revenu. C'est faire du revenu. Et donc, le fait de dire qu'en France, tu peux passer 2 ans sans avoir de problème d'argent, entre guillemets, si tu as été un bon travail avant, ça t'incite pas, entre guillemets, à te sortir les doigts du derrière pour aller chercher du revenu. Tu vois, c'est un peu plus ça que j'avais ton revenu, il doit quand même dépasser juste les salaires des fondateurs, parce qu'en fait, tu as les investissements que tu dois faire qui dépassent. Donc, en fait, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que c'est en train de changer. Avec l'IA, les exigences de vélocité sont telles que c'est même plus un sujet, quoi. On s'en fout de ton salaire ou quoi. C'est va vite, exécute, montre que tu gagnes des parts de marché. Point qui m'a un peu interloqué, c'est les decks. Les decks, parce que ça, c'est un truc que je vois
tout le temps, c'est je reçois des decks, allez, 4-5 par semaine, Ouais, mais éclatés au sol. ouais. Du genre, je te raconte ma life, mon produit, j'ai 40 pages dessus, Ouais. et à chaque fois, j'ai toujours la même question en disant, mais en fait, je suis pas en train de corriger ta copie, quoi. Bah, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, il y a un standard aujourd'hui. Globalement, le niveau d'éducation des entrepreneurs, il est vachement plus élevé aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. The Family est passé par là, YC est passé par là, Techstars est passé par là. Il y a toute la génération des entrepreneurs software de 2000-2010 qui maintenant sont des repeat founders, sont des advisors, accompagnent. Et donc, en fait, à part, encore une fois, je fais une petite parenthèse sur YC, où tu as vraiment des decks éclatés, mais en fait, les entrepreneurs s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vont lever comme ça. À part eux, tu dois avoir, la clé, c'est de la lisibilité. Parce qu'en fait, c'est respecter l'interlocuteur et c'est, enfin, moi, j'investis pas dans un projet que je comprends pas. Donc, le point numéro 1, avant de parler de la traction, c'est est-ce que j'ai compris le Ouais. problème? Est-ce que j'ai compris la solution, tu vois? Donc, oui, il y a un standard de marché. Entrepreneur, vous devez faire un petit effort. Aujourd'hui, en plus, c'est pas compliqué. Il y a de l'IA partout. Canva te fait des trucs hyper léchés. Donc, on vous demande pas de payer 10 000 balles à un designer pour faire un truc magnifique, hein. De la clarté, peu de slides, 10, 15 max, écriture grosse. Ok, encore une fois, Super Capital, on analyse 50 decks par semaine. Toi, tu en as 5, Ouais. j'en ai 50. Donc, je peux pas passer 1 heure par deck. Je passe 15 minutes. C'est pas moi, c'est mes analystes. 15 minutes C'est par énorme deck. déjà. Donc 15 minutes max, ça veut dire que voilà, on passe 30 secondes, 45 secondes par slide. On veut une info, une idée. Et surtout, il faut qu'il y ait un truc qui ressorte du deck, quoi. Moi, je dis Une toujours- ambition. Je dis toujours à ceux qui m'envoient des decks pour avoir mon avis, imagine, je suis aux toilettes, Ouais. j'ai 30 secondes Ouais. et j'ai l'écran qui est grand comme un Nokia 3310. Ah, c'est pas Il mal. faut que je sorte des toilettes en me disant j'ai envie de l'appeler. Et au-delà du, je sais pas comment tu vois ça, mais au-delà du deck, le mail ou le message que tu reçois, Ouais. quoi. Travaillez votre message d'accroche, hein. Travaillez le blurb. Donc le blurb, c'est un paragraphe qui fait 3, 4, 5 lignes qui doit avoir la moelle épinière de votre deck. Déjà, accrochez votre interlocuteur par un blurb. Qui tu es, ta boîte, ta traction, ton momentum, combien tu lèves. Et aussi, truc que moi, je déteste ou j'adore, c'est quand il n'y a aucune adéquation entre le profil LinkedIn du fondateur et ce que le mec me raconte. Je déteste les fondateurs qui m'envoient un deck avec le nom d'une boîte et en fait le site web c'est pas le nom de la boîte. Sur son LinkedIn il n'y a pas écrit le nom de la boîte. Enfin, tu vois l'incohérence. En fait, il faut pas que tu aies faire le recherche toi-même. Non, il faut que ce soit Ouais. il faut nous faciliter la Bien tâche. sûr. Je suis Thibaut Gilnès, j'ai monté Super Capital, je suis un des plus gros clubs d'investisseurs de France. J'ai investi dans la tech des tickets de 50 à 100K et j'accompagne les boîtes sur le non dilutif. Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux que je te finance? Point barre. Tu vas sur mon LinkedIn, il y a écrit Super Capital, il y a écrit ce que je fais. Tu regardes mon équipe, il y a écrit ce qu'on fait. On a une bannière, un logo, un truc. C'est cohérent, quoi. Pas 10 000 choses. Souvent, les entrepreneurs se disent parce que j'ai travaillé sur mon projet, j'ai le droit de lever. Et en fait, ce qu'ils oublient souvent, c'est que la levée, c'est comme un deal. C'est un client et un fournisseur. Ça, c'est pas comme un deal, c'est un deal, hein. C'est un deal. Je signe une levée, on en revient peut-être aux fondamentaux. C'est un bulletin de souscription, donc c'est un contrat où il y a écrit je, Thibaut Gilnès, investisseur Super Capital, souscris à tant d'actions et m'engage à verser tant d'euros sur tel compte bancaire. Ça s'appelle un deal. Et en échange, j'ai des parts et j'ai un contrat qui s'appelle un pacte d'actionnaires qui régit la relation entre mon nouveau partenaire qui est les fondateurs, la société qui est le tiers de confiance, entre guillemets, et moi-même. C'est un deal. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de dette, equity ou magie. Il me tarde de savoir ce que c'est que la magie. Maintenant qu'on a compris un petit peu le pourquoi de lever, qui doit lever, quand on doit lever, on va parler un petit peu du comment. Donc, quand on a la croissance, de l'attraction, on a à peu près 3 choses sur la table. On a l'equity, donc la levée en capital. On a la dette. Ouais. Et on a le côté un peu magie. On sait pas trop ce qui se passe. C'est quoi la magie? Justement, on va savoir. Sur ces 3 outils, alors la magie, ça peut être des instruments exotiques, ça peut être... on a eu l'époque des tokens à un moment, on a eu l'époque... la BPI, c'est un truc un peu hybride, quoi, parce que les outils sont dilutifs, voilà, donc on a un peu tout ce qui est zone d'ombre entre les deux. Si on retient un petit peu tout ce qui est exotique versus la dette et l'equity, ce serait quoi pour toi un peu le séquençage entre les 3? Est-ce qu'il y a un ordre à faire entre, ok, d'abord il faut que je fasse du gris, après il faut que j'aille dans la dette ou l'equity ou l'inverse, voilà. Est-ce qu'il y a un ordre un peu à respecter? Règle numéro 1, pas de non dilutif si pas de capitaux propres. Les capitaux propres, c'est soit le résultat net de ton entreprise, donc c'est pour des boîtes qui font du chiffre d'affaires et qui font de la renta, donc tu as tes capitaux propres, et au lieu de te verser en dividende, tu les mets dans ton entreprise, ça crée des capitaux propres, et ensuite tu vas voir
des financeurs non dilutifs, des banques, en C'est disant la trésorerie bloquée. j'ai de la trésor, j'ai des capitaux Ouais. propres, je veux faire un effet de levier. Quand tu commences, tu n'as pas de bilan. Donc, le seul moyen d'avoir des capitaux propres ou des quasi-capitaux propres, c'est de lever des fonds. Donc, tu as deux manières d'injecter du cash dans une boîte. Tu lèves des fonds ou tu fais un apport en compte courant. Le compte courant, c'est du quasi-equity. Et donc, tu peux ramener du cash si tu en as en perso. Si tu veux mettre du cash en perso pour le récupérer plus tard, tu peux faire de l'apport en compte courant. Ou bien, tu vas chercher un prêt d'honneur sur ta personne physique. C'est ce que fait Réseau Entreprendre, c'est ce que fait Wilco, c'est ce que font d'autres organismes comme Raise. Ils te font un prêt d'honneur. Et ce prêt d'honneur, tu l'injectes dans ta boîte en quasi-fonds propres via du compte courant bloqué. Et tu peux aller chercher du non dilutif. Donc, la clé, c'est l'articulation intelligente entre les différents systèmes de financement qui existent au bon moment et dans les bonnes proportions. Il y a des proportions et des règles à respecter. Est-ce que du coup, la dilution, c'est toujours plus intéressant dans ce système de levée de fonds dans la tech que l'endettement? Parce que l'endettement, il y a quand même un moment où tu dois le repayer. Ouais, mais l'endettement, il coûte pas cher en France. Il y a encore une fois, alors on est le début novembre 2025, le coût de la dette des startups, c'est entre 3,5 à 5% pour de la dette sur du développement, de la dette financer tes projets R&D, développer ton logiciel, et autour de 8% pour faire de la dette liée à l'expansion internationale, liée à la commercialisation. C'est rien, hein. Entre 3,5 et 8%, ça paraît beaucoup, mais c'est que dalle. C'est rien si ta boîte dégénère 20-30%. On est d'accord, mais on est d'accord, mais globalement, quand tu te lances, c'est que tu cherches de la croissance et c'est pas très cher. Alors, je suis peut-être un peu clivant, mais ma vision, c'est de dire aux entrepreneurs, allez chercher quand même le maximum d'effets de levier. L'effet de levier, c'est combien est-ce que je peux récupérer de dettes par rapport à ce que j'ai récupéré en equity. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on leur dit ça? C'est que la BPI, la Banque publique d'investissement, finance de la dette et contre-garantit la dette bancaire. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais la boîte, votre entreprise, a du mal à rembourser, vous n'êtes pas forcément caution personnelle. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas mettre votre appartement, votre voiture, vos deniers, votre héritage en garantie des crédits. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, lever comme un malade et puis ensuite dépenser en disant c'est bon, j'ai aucun risque. Il y a quand même des responsabilités légales et pénales en tant que dirigeant d'entreprise. Il ne faut pas faire n'importe quoi, pas de détournement, etc. Néanmoins, en France, on a de la dette qui n'est pas très chère, qui est assez bien couverte, qui permet de financer l'innovation. Les entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure, qui, entre guillemets, ont un peu de traction et se disent, OK, j'ai une société qui grossit, où j'ai un peu une certitude que ce que je fais aujourd'hui aura plus de valeur demain, vont parfois préférer se financer via de la dette, parce que ça leur évite de se diluer, en disant, effectivement, c'est pas cher, donc pourquoi me priver? Mais attends, t'imagines que, et moi j'en parlais tout à l'heure avec un entrepreneur, quand tu as lâché 50% de ta boîte, tu bosses 70 heures par semaine, la moitié de ton temps, tu le files à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça la règle du jeu. Tu vois, tu as une vie qui est compliquée quand tu es entrepreneur, tu bosses beaucoup, tu vas peut-être passer un week-end et toutes tes soirées à bosser, et tu dis, en fait, toutes ces soirées que j'ai bossées et tous ces week-ends-là, donc mes deuxièmes 35 heures de la semaine, en fait, ils ne sont pas pour moi, entre guillemets, ils sont pour mes investisseurs parce que c'est eux qui ont 50% du capital. Donc, j'en reviens à mon tout premier point de l'introduction de ce podcast. C'est quoi une levée de fonds ou c'est quoi une entreprise? C'est des actions. Et chaque fois que tu vas te diluer, tu vas perdre une partie de ce que tu fais. Or, toutes les heures que tu travailles dans ta vie, sur ton projet, n'oublie pas que tout ce que tu as lâché, tu ne le travailles pas pour toi. Donc, le capital, en fait, c'est votre bien le plus précieux. Vendez-le, cédez-le avec parcimonie. Très bien, on va faire un petit jeu. Vas-y. J'achète ou j'achète pas. Première situation, lever avec un fonds étranger pour scaler vite. J'achète, surtout s'il est anglo-saxon. Et s'il Pas de s'appelle chauvinisme. Andresen ou Sequoia. Donner 20% à un business angel charismatique. Donner 20%. Genre, mais donner. Non, donner, lever, quoi. Faut qu'il y ait un gros chèque quand même. Donc 20% c'est beaucoup. 5% oui. Prendre un prêt BPI France pour financer du marketing. Ouais, ça s'appelle. T'as des produits pour ça, hein, notamment l'ex-COFAS, donc qui fait la prospection internationale, participer à des salons, faire des campagnes à l'international. Donc oui, sans aucun problème. Lever pour recruter plus vite. Ah bah oui. Une des principales raisons de lever des fonds, c'est recruter des talents. Et recruter bien. Et recruter bien, et licencier bien. C'est hire fast, fire faster. Votre boîte, elle va ressembler grosso modo aux 10 premiers people que vous allez recruter, quoi. Donc, on a le droit de se tromper, il n'y a aucun problème. On se trompe de business, on pivote. Acceptez de vous tromper dans le recrutement. Faites des périodes d'essai. Acceptez de pas renouveler de renouveler les périodes d'essai, de vous séparer de personnes si vraiment ça marche pas. Vous êtes trop petit entrepreneur et trop fragile pour commencer à avoir des personnes qui sont pas 100% en adéquation avec votre boîte. Accepter une valo trop haute pour l'image. Ah non, ça, j'achète pas ça. Parce que c'est après, il faut la tenir, la valo. Et ça peut poser des gros problèmes. J'en parlais tout à l'heure. Les boîtes de notre portefeuille qu'on levait en 2022 sur des grosses valos et qui ne sont pas AI native, elles ont beaucoup de mal à relever. Les bons entrepreneurs ont réussi à couper, à tailler dans le gras et à redevenir agiles.
Parfois, souvent, ça a été très difficile, hein, émotionnellement, physiquement et financièrement. Et ceux qui n'ont pas eu le courage ou qui n'ont pas réussi à taper dans les actifs de la boîte, hein, et qui avaient levé trop cher, bah, ils sont au tribunal de commerce. Lever auprès d'un fonds qu'on n'aime pas, mais qu'on respecte. Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que déjà, ne pas aimer un fonds si on le respecte, c'est assez rare quand même, parce que les gens qu'on respecte, en principe, c'est que... Enfin, moi, j'aime bien les gens que je respecte, en principe, hein. Et les gens que j'aime pas, justement, c'est parce que je les respecte pas. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Donc, la vraie question, c'est si tu n'as qu'une seule term sheet, donc qu'une seule offre d'un fonds ou d'un investisseur que tu n'aimes pas et que tu n'as pas le choix, quoi. Ça, c'est la vraie question. Genre, tu vois, tu as une term sheet, tu n'as plus de cash, et là, tu dois accepter ou pas. Ça, c'est chaud. Donc, c'est là où tu peux le faire. Par contre, il faut que tu sois ultra bien backé sur ton pacte d'actionnaires pour t'assurer que ça va bien se passer, quoi. Mais c'est compliqué comme décision, hein. C'est très compliqué comme décision. Lever juste pour faire parler de soi dans la presse. Ouais, ça, je ne vais même pas répondre à cette question, quoi. Les entrepreneurs qui lèvent pour la fame, ça va pas bien loin. Alors, juste revenir sur un concept que tu as évoqué tout à l'heure, sur le recrutement. Ouais. Parce que la question, c'était lever pour recruter plus vite. Mais effectivement, j'achète. Je porterai une nuance là-dessus. Parce que déjà, il faut savoir bien recruter, ce qui n'est pas évident. Et souvent, c'est vrai que tu as dit très justement que ton entreprise ressemblera aux 10 personnes que tu recrutes au début. Et en fait, je ne sais pas ce que tu penses de ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce que moi, j'ai une profonde conviction que d'abord, tu recrutes sur des valeurs et un mindset, et après sur des compétences. Parce que tout le monde peut se former plus ou moins à des compétences. Par contre, ton valeur et tes mindsets ne changeront jamais. Mais en même temps, quand tu es entrepreneur et que tu dois aller vite, tu n'as pas le temps non plus de former les gens. Donc, comment tu vois ça aujourd'hui dans les levées de fonds? Comment les entrepreneurs arrivent à gérer ce dilemme de dire voilà, il faut que j'ai des compétences rapidement, que je n'ai pas, que j'ai cherché, mais en même temps, il faut que je prenne le temps de connaître ceux que je recrute pour m'assurer qu'ils ont les bonnes valeurs. Des gens qui ont les compétences, tu finis par les trouver, en fait. Aujourd'hui, il y a aucune compétence. Enfin, à moins que tu sois dans une boîte genre deep tech, où tu as peut-être 10 experts dans le monde qu'il te faut absolument avoir, et peut-être que tu n'as pas un fit humain de ouf avec l'expert, mais il est essentiel à ton business. Enfin, aujourd'hui, la plupart des boîtes de notre portefeuille ou même qui lèvent, elles cherchent des gens qui savent vendre. Bon, des gens qui savent vendre, il y en a quand même beaucoup. Des développeurs qui savent développer ou même faire de la data science. Il y en a. Donc en fait, il ne faut pas du tout rogner sur les valeurs, sur le mindset. La clé, c'est les valeurs, le mindset, une adéquation, un alignement parfait avec la boîte. Oui, ça peut prendre un peu de temps, mais il ne faut surtout pas mettre ça sur un second plan. Et trouver les talents, ça finit par se trouver, quoi. C'est trop compliqué. Enfin, nous, on l'a vu, hein. Faire rentrer une espèce de... un verre, tu vois, dans la société qui va globalement pourrir le reste de la boîte. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui ont un mauvais mindset ou qui n'ont pas un mindset aligné avec la boîte, ils vont tirer une partie de l'équipe vers eux. Il y a une forme de buvard, tu vois, de flaque d'huile qui va se propager. Au début, c'est dans un corner, tu vois, c'est dans un coin, tu dis, c'est petit. Mais en fait, petit à petit, ça sème des graines. Aucune concession sur les valeurs. Les talents, on les trouve. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, qui est sur les coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux des deals de levée de fonds? Je ne sais pas si je pourrais tout dire. Alors, on mettra des bip-bips. Si on mettra des bips sur les noms. Donc Thibaut, tu as accompagné plus de 300 levées. Ouais. Mais derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Première question que j'ai pour toi, c'est le deal le plus bizarre que tu aies jamais signé. Est-ce que tu te souviens? Un deal bizarre. J'ai signé un deal au bout de 10 minutes. Moins que les 15 minutes qu'il te faut pour lire. Moins que les 15 minutes, ouais. 10 minutes. Et j'ai retenu. 10 minutes et j'ai payé trop cher. C'est l'émotionnel. Ouais, en fait, c'est le FOMO, tu vois. Ouais. C'était le FOMO. Genre, s'il y avait la queue pour signer, quoi. C'est comme quand tu veux visiter un appart à Paris, tu vois, et t'es en bas. Et tu dis, ça va, il n'y a que 2-3 personnes devant moi. Et en fait, tu ouvres la porte d'en bas et tu te rends compte qu'il y a des gens qui attendent dans tous les escaliers et que l'appartement il est au 8e étage. Tu vois, et que donc tu as 80 personnes avant toi. Et là, on te dit, en fait, tu le veux ou tu le veux pas, tu vois. Et tu as déjà potentiellement 70 personnes qui ont dit oui, tu vois. Et toi, tu as les gens dans leur dossier, tu vois. Donc voilà, donc aujourd'hui, on essaye, c'était il y a peut-être 2-3 ans, on essaie d'être beaucoup plus rationnel, on a un peu moins de biais cognitifs, même si le FOMO existe et existera toujours dans le domaine de l'investissement. Peut-être aujourd'hui, tu vois, je pense que j'ai dit oui à un deal sur lequel j'y vais. Tu ne te souviens pas lequel c'était en précis? Non, je dirais pas le nom, mais tu vois, même aujourd'hui. Le secteur ou le. Le secteur, c'est l'IA, tu vois. Aujourd'hui, j'ai dit oui à un deal sur lequel. Ça va être un gros challenge, mais la Captable, il y a pas mal des gens dont je t'ai parlé tout à l'heure qui commencent par un S et finissent par Oya et commencent par un A et finissent par Sixtile, quoi. Le moment où tu as cru que tout allait s'effondrer? Je crois pas à l'effondrement global, tu vois. Il y a des cycles, il y a des moments durs. Hein. Enfin, il y en a eu des moments. 2024, c'était chaud patate. Ah. Franchement, pour lever en 2024. En fait, 2024, les boîtes du portefeuille précédentes
elles ne levaient pas. Donc, on n'avait pas de bonnes nouvelles dans le portefeuille. Les BA n'investissaient pas. Et on n'avait pas encore, tu vois, l'émergence de cette nouvelle tendance de boîte GenAI qui là est vraiment bien installée depuis 2025. On n'avait rien, quoi. C'était vraiment une année de merde. Et 2024, ça a été dur. On l'a passé parce que chez Super Capital, on a créé un groupe de financement où on fait pas que du BA, pas que du venture, et on a réussi justement à absorber un effondrement du marché, un effondrement ou une baisse drastique, et on a tenu, tu vois. On a réussi par. Donc en fait, je ne crois pas à un 0 à 1, tout ne va pas s'effondrer. Par contre, il y a des moments difficiles et la clé, c'est la diversification et puis la résilience. Nos entrepreneurs sont résilients, il faut être résilient nous aussi. Le fondateur le plus inspirant que tu as accompagné? Je vais en donner 2. Le premier, c'est Dylan Fournier. Il a monté une boîte qui s'appelle Arcades. C'est un pote à moi de Montpellier. On était en prépa ensemble. Il est en train de réussir une magnifique boîte qui s'appelle Arcades dans la GenAI vidéo. Et c'est son 5e. Le gars, il a passé 4 ans de traversée du désert. Wow. Tu vois, quand je parle de résilience, le gars, 5e pivot. Et il a réussi, alors qu'il a failli plusieurs fois arrêter la boîte, fermer, revendre les actifs, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait le succès de lui et de son associé Romain Torres? La résilience absolue et l'application à la lettre du Startup Playbook. Être obsédé par la valeur que tu crées, parler à tes clients, itérer, savoir mettre à la poubelle un truc qui ne marche pas, ne pas être dogmatique et avancer. 5 pivots, aujourd'hui il fait 10 millions d'euros d'ARR, c'est une boîte comme ça, il est passé 4 fois au bord du précipice, quoi. Lui, fondateur exceptionnel. Un deuxième que j'aime beaucoup, c'est Thomas Tircio de Elax. Il crée des boîtiers qui permettent à des chauffe-eau d'être connectés et donc de baisser la consommation du chauffe-eau de 20 à 30%. C'est une boîte, un mix entre hardware et software. Un mec qui a beaucoup de valeur, qui est sur une boîte deep tech et qui, pour le coup, tu vas en parler de culture d'entreprise, qui a une vraie culture d'entreprise, caring, d'accompagner ses équipes. Il a un fondateur, qui est un cofondateur qui est plus âgé que lui, où ils sont assez différents. Mais c'est un ingénieur. Il aime la nature, il est issu de Lyon, il aime la grimpe, il aime tous ces trucs-là. Et donc, j'aime bien ces entrepreneurs, pareil, très résilients, beaucoup de valeur. Petit à petit, ils construisent leur business. Et ils y arrivent, quoi. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est 2 parce qu'il y en a un, c'est vraiment la culture d'entreprise, caring et faire des choses dans le temps. Et le deuxième, c'est l'itération absolue, c'est le playbook de la startup IA. Et alors, le fondateur le plus ingérable que tu aies jamais vu? Il y a des gens, tu investis, ils ne répondent plus. C'est terrible. C'est terrible. Il y en a peut-être 2, 3 sur 100 boîtes, tu vois. Et du coup, pourquoi tu as besoin de les contacter, justement? Parce encore une fois, on a fait un deal. J'ai investi de l'argent. Il a des engagements. On a des entrepreneurs qui ne répondent plus. Et globalement, le jour où il t'appelle, c'est pas pour te dire salut Thibaut, on ne s'est pas parlé depuis 2 ans, t'inquiète pas, tout va bien. Il t'appelle parce qu'il espère encore que tu vas lui filer un peu de pognon pour sauver sa boîte une énième fois, tu vois. Tu l'appelles pour quoi, avoir des news? Nous, les entrepreneurs, si tu veux, en fait, les investisseurs, c'est pas les ennemis des entrepreneurs. Ouais. On est ensemble. C'est-à-dire qu'on a acheté des actions. Si la part de la société, si la société ne marche pas, nos actions, elles valent rien. Donc, on est là pour les aider. Donc, si l'entrepreneur ne demande rien, on ne va pas les forcer. Mais à minima, ce qu'on demande, c'est de la communication, c'est de la transparence. Tu n'envoies pas un reporting tous les X temps? Si, mais il y en a qui ne le font pas. Ouais. Si tu veux, comme on voit un reporting et que la boîte soit en galère, ça arrive si tu veux. Nous, la réalité, c'est que la moitié des boîtes dans lesquelles on investit en précide et vont finir au tapis. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu si tu veux, quoi. Tu as juste envie de savoir où est-ce que tu en es, quoi. Ouais, et c'est un engagement, tu vois. Et la pire, parce qu'en fait, une boîte qui te répond pas, comme nous, on a des obligations nous-mêmes de communication auprès de nos investisseurs, on les chasse, tu vois. On est là en mode, on leur court après. Et tu peux pas avoir une clause qui dit que si tu réponds pas, machin. Oui, mais après, si tu veux, c'est quoi le moyen de coercition? Si tu veux, le moyen de coercition, c'est qu'ils ont des engagements effectivement de respect du pacte. Et s'ils respectent pas le reporting, on peut leur faire la clause de leaver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc les mettre en faute grave, faute lourde, etc. Faute de gestion. La réalité, c'est que tu as autre chose à foutre qu'à attaquer un on attaque un peu le croustille. Mais tu vois, tu n'as pas envie d'attaquer l'entrepreneur parce qu'il t'envoie pas les reportings. Donc, en fait, tu passes du temps là, à le relancer. Et après, tu envoies un coup de pression, donc tu envoies un courrier d'avocat. Et si vraiment ça va pas, tu te coordonnes avec les autres co-investisseurs pour faire une action de groupe. Donc, tu te mets ensemble et tu représentes les intérêts de tout le monde et tu mets un gros coup de pression. Ouais. Et là, en principe, ça marche. Mais putain, on a autre chose à faire que de faire ça, quoi. Les 10 minutes que le fondateur a pas pris pour te répondre, ça va te coûter peut-être 3 semaines de boulot. Et surtout, un entrepreneur qui prend pas le temps tous les mois de se poser 15 minutes pour dire, OK, j'en suis où de ma boîte. Moi, ce que je demande, c'est un reporting, c'est simple. Combien il me reste de cash dans la boîte? Combien j'ai dépensé? Combien j'ai de runway devant moi? Combien j'ai de chiffre d'affaires et combien j'ai gagné de chiffre d'affaires. Déjà, 5 KPI. Et ensuite, 3 paragraphes, 2 lignes. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans le mois passé ou le trimestre passé?
ça permet aussi de dire, bon, c'est cool, j'ai des victoires, quoi. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est dur, tu célèbres. Quels sont les challenges, les trucs qu'on n'a pas réussi? Et c'est pas grave, tu vois, on est en retard sur le BP, on a décalé un client, putain, on doit changer de bureau, c'est la merde, le déménagement et tout. Je dis ça parce que je suis en train de changer de bureau. Et comment est-ce que vous pouvez m'aider? Et les entrepreneurs, il y en a, ils me demandent jamais rien. Jusqu'au jour où ils sont dans la merde. Mais putain, mais je suis là pour vous aider, quoi. C'est comme quand tu prends jamais de nouvelles de tes copains et le jour où tu les appelles, c'est pour demander un truc. Et là, Ouais, et en plus, bon, les copains, si tu veux, tu as une relation personnelle. Nous, on a une relation économique. Donc, en fait, j'ai un intérêt économique, professionnel à t'aider. Demande-moi de l'aide, quoi. Alors, je suis pas sûr de pouvoir le faire, mais à minima, demande-moi. Et surtout, sur les reportings, moi, il y a un truc qui me fait absolument rire, c'est que pour avoir été investi dans pas mal de boîtes, il y a une boîte qui m'a envoyé des reportings, mais genre tous les 15 jours, j'avais un pavé avec plein de trucs. Du coup, j'ai l'impression que tout allait super bien, tu vois. Et puis 2 ans après, boîte qui va à 0. Et en fait, c'est comme la confiture, on t'en a plus t'en étales, en fait. Ouais. Je trouvais ça un peu bizarre. Oui. On me disait, il se passe tellement de trucs dans votre vie, mais pour l'instant, on n'a toujours pas vu le retour de notre argent. Donc, faut faire attention peut-être aussi à ça. Faut faire attention, mais ça, moi, tu vois. Pas cacher le Ouais, je suis d'accord, mais ça m'arrive moins des entrepreneurs qui sont rigoureux sur le reporting et qui font n'importe quoi que les entrepreneurs qui font n'importe quoi et qui m'envoient pas de nouvelles, quoi. Ouais. Donc, je dis pas que envoyer un reporting, c'est la garantie du succès. Par contre, ne pas prendre le temps nécessaire à faire un reporting et comprendre, on disait quelle est la conséquence de lever des fonds, c'est de comprendre que tu rentres dans un jeu où tu as des gens avec qui tu dois rendre des comptes et tu n'es plus tout seul. Alors, question hyper intéressante. Le mensonge le plus fréquent que tu entends dans une levée? Je vais closer. De manière générale, les entrepreneurs confondent le pipe et le signé. C'est vrai dans le pipe commercial, c'est vrai dans le pipe des investisseurs. Pour eux, certains entrepreneurs, faire 2 partner meetings dans un fonds, c'est que le fonds il est chaud. Bah non, en fait, il y a un process. Nous, chez Super Capital, c'est minimum 3 rendez-vous. Il y a des fonds série A grossis qui peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7 rendez-vous. C'est pas parce que ça s'est bien passé avec un partenaire que la term sheet elle va arriver, tu vois. Donc, or, je sais pas si c'est un mensonge, une omission ou un manque d'expérience, mais confondre le pipe et le signer, c'est le plus gros problème des entrepreneurs. Problème ou stratégie des entrepreneurs, si tu veux. Le plus gros red flag que tu as vu en due diligence? Le mensonge. Commencer une relation quand l'entrepreneur t'a menti sciemment. L'entrepreneur qui me dit, OK, j'ai 500K d'ARR et en fait, il a 430. Il me dit, ouais, parce que le dernier client, c'est un upsell, mais ça va arriver, il n'y a pas de problème. L'entrepreneur qui me dit, j'ai signé ce client-là, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai signé ce client-là et t'appelles le client, il dit, mais je peux pas du tout signer, j'ai pas du tout l'intention de signer, je suis en POC, on est vraiment en train de tester. Soit l'entrepreneur ment, soit l'entrepreneur n'a pas compris quels étaient les codes du business et t'as rien à faire à investir chez lui. Dernière question, qu'est-ce que tu as appris sur l'ego des fondateurs? Il y a beaucoup à dire là-dessus. L'important pour un fondateur tech, c'est d'avoir une ambition illimitée. Si on sent qu'un entrepreneur a une ambition illimitée, c'est génial. La question, c'est qu'est-ce qui nourrit cette ambition? Est-ce que l'ambition, c'est un ego? Est-ce que l'ambition, c'est l'obsession de résoudre un problème? Est-ce que c'est le plaisir absolu à se dire je vais monter un truc de ouf et je vais kiffer? L'ego ne doit pas être le driver premier de l'ambition de l'entrepreneur. Par contre, je pense qu'il en faut un tout petit peu pour avoir une ambition démesurée. Je pense que avoir une ambition illimitée sans ego, après il faut voir exactement la définition de l'ego, mais il en faut une petite dose, mais une toute petite. Alors il y a un truc que j'ai appris sur les égos des fondateurs, c'est que moins t'en as, plus tu vas vite. Parce que c'est comme un boulet en fait. Parce que l'ego t'empêche de te poser les bonnes questions et t'empêche d'accepter la critique constructive et te permet de te voiler la face. Et c'est vrai que les meilleurs fondateurs que j'ai rencontrés, c'est ceux qui se disent, en fait, j'ai une vision, mais dans cette vision, il y a plein de trucs que je connais pas et c'est pas forcément moi qui ai raison tout le temps. En fait, tu vois, nous, l'ego, on l'aborde pas directement parce que c'est une question qui est difficile et c'est un concept qui est large. Celui qu'on aborde beaucoup plus, c'est celui de l'écoute. Et donc, en fait, je trouve que l'écoute, il est beaucoup plus représentatif parce qu'il est plus concret. On aime quand les entrepreneurs nous écoutent. Il faut qu'ils aient une forme d'écoute parce que celui qui écoute pas, c'est sûrement une question d'ego, comme tu dis, mais c'est terrible. Par contre, l'entrepreneur, il doit écouter, mais il doit conserver ses convictions. Ouais. Donc, en fait, un entrepreneur doit pouvoir écouter le marché, écouter ses associés, écouter ses investisseurs, mais il ne doit pas dénaturer en permanence ses convictions profondes. Donc, c'est là où tu as un équilibre difficile à trouver entre capacité d'écoute et conviction profonde. Et bien évidemment, je pense que quand tu n'as aucune écoute, c'est sûrement qu'il y a un problème d'ego et là, je te rejoins à 100%. Ah, c'est vrai que je le vois pas mal dans le CEO Club où il y a énormément de dirigeants de talent. Ouais. Et en fait, ceux qui ont les plus belles croissances,
c'est ceux qui, aux activités, parlent le plus librement de leurs problèmes, sans se dire « Attends, mais si je parle de ça, on va penser ça de moi, etc. » Et qui ont zéro ego, dans le sens ils ont zéro contrainte de parler de leur challenge, parce que problème bien posé, question bien réfléchie, en fait. C'est ce que je te disais dans le reporting. Un entrepreneur qui ne met aucun challenge, aucun échec, aucun problème qu'il a rencontré dans son reporting, j'y crois pas. Encore une fois, le message clé, c'est vos investisseurs ne sont pas des ennemis. S'ils deviennent des ennemis, c'est souvent que ce sont les entrepreneurs qui les ont transformés en ennemis. On arrive à la fin de cette émission. Écoute, merci en tout cas beaucoup Thibaut, c'était super intéressant. On a parlé de plein de choses, on a parlé des coulisses des deals, on a parlé de la magie entre la dette et l'equity, on a parlé des différents détails, de la levée de fonds pour les nuls. Enfin, on a vraiment parcouru énormément de sujets, de sous-sujets de comment financer sa croissance. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit ce soir, il y a quelque chose que tu as redécouvert à travers ce que tu as dit, parce que souvent quand on parle, on réfléchit en même temps. Ouais. Est-ce que tu as redécouvert des choses sous un angle différent par rapport à ce que Écoute, la réflexion autour de l'ego, elle est intéressante. Et c'est vrai que nous, on prend pour acquis parfois la connaissance des entrepreneurs sur notre monde, tu vois, les règles, un peu les codes. Et c'est vrai que parfois, il faut se rappeler que les entrepreneurs, certains viennent nous voir et n'ont pas les codes. Alors effectivement, tu vois, j'ai dit que le niveau d'éducation des entrepreneurs a vachement évolué grâce au contenu en ligne, aux accélérateurs, aux investisseurs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que certains ne connaissent pas ce monde-là, ne connaissent pas les rouages, ne connaissent pas les codes. Et c'est pas parce qu'ils connaissent pas les codes qu'ils font pas des super beaux projets. Alors c'est toujours plus facile de parler avec quelqu'un qui comprend, qui parle la même langue que toi. Mais j'espère qu'il y aura encore quelques fondateurs qui sont hors code, hors réseau, hors cadre et qui vont pouvoir faire des beaux rounds. J'étais hier soir à la soirée Founders Future 40 de Station F. Bon, quand tu regardes le pédigré des boîtes du Futur 40, tu as HEC, Polytechnique, Centrale, Supélec, et c'est normal, on forme des talents, on forme les leaders de demain. Il faut des entrepreneurs féminins, il faut les entrepreneurs issus de la diversité, il faut les entrepreneurs issus de parcours qui sont différents des grandes écoles, il faut les entrepreneurs internationaux, et il ne faut pas oublier qu'il faut financer ces gens-là parce que ça peut faire des magnifiques boîtes, comme la plupart des boîtes aux États-Unis qui sont fondées par des gens issus de l'immigration, des drop-out, des femmes. Je suis complètement d'accord avec toi et je vais même abonder dans ce sens-là parce qu'il y a un truc qui est fondamental qui se passe à notre époque et on a la chance de vivre ça et que nos parents n'ont pas vécu. C'est qu'avant, quand tu voulais entreprendre, il fallait soit du capital, donc il fallait avoir une naissance effectivement avec des gens qui te faisaient hériter, soit il fallait passer par les réseaux de connaissances. Et en gros, il fallait faire la bonne école, le bon internat, la bonne entreprise parce que c'est là où tu accumules la connaissance au contact de gens qui l'avaient, la connaissance. La connaissance était dans la tête des gens. Maintenant que cette connaissance, elle est en libre service et qu'on peut même la recréer via l'IA, il n'y a plus de barrière à l'acquérir. Et donc, forcément, il y a un appel d'air des classes et des gens qui n'étaient pas dans ces réseaux-là pour créer des entreprises. Ce qui leur manque, surtout, maintenant, c'est le réseau, parce que le réseau, ça ne peut pas être remplacé. Et donc, c'est peut-être des réseaux comme vous, des réseaux comme nous, en fait, d'aller chercher ces personnes-là, parce que la connaissance, aujourd'hui, n'est plus une barrière à la création. Le premier deal que j'ai fait personnel, c'est dans Y-Money. C'est un mec qui a créé une néobanque entre la France et la Guinée. Ah oui. Et je me rappelle, on allait manger ensemble et il m'a dit « Écoute Thibaut, voilà, moi, je ne suis pas issu des grandes écoles. Je suis un Africain. Je suis débarqué en France il y a quelques années. Je suis un gros bosseur. Le système bancaire, il est pourri. Et je veux aider mon pays, la Guinée, en permettant aux personnes qui ont immigré en France de rapatrier des fonds et pouvoir mieux le diffuser sans passer par la corruption, les Western Union, etc., avec des frais exorbitaux. » C'était mon premier ticket que j'ai mis en venture capital. Parce que ce mec-là était différent, parce que ce mec-là a la niaque. Ça fait 7 ans. Depuis, il a levé plusieurs séries. Et il faut plus de Abdoulaye Bari dans l'entrepreneuriat. Dernière anecdote, et après on conclura là-dessus. En fait, tu vois à travers les différentes étapes de la technologie, de plus en plus ce glissement entre les gens qui avaient le savoir et les gens qui ont aujourd'hui le pouvoir, dans le sens où tu peux faire les choses. Et en fait, dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans une boîte dans la crypto. Et ce qui m'avait vraiment surpris, ça m'a vraiment fait un énorme flash dans la figure, c'est qu'en fait, c'était la première fois au monde où des gens qui avaient Internet, juste une connexion, pouvaient créer des business, entre guillemets, from scratch. Parce que quand il y a eu Internet, il fallait d'abord savoir coder, etc. Là, tu arrives dans la crypto, bon, à part comprendre un algorithme et un truc de chiffrage, je vais pas dire que c'est donné à tout le monde, mais il n'y avait pas de limite à créer des choses, ce qui fait qu'il y a des gens qui étaient sortis de nulle part, des gens qui étaient des gendarmes, des pompiers. Moi, j'ai vu des gens, mais franchement, tellement random, arriver dans ce secteur-là et créer des fortunes, aidés forcément par les bulles spéculatives, etc. Mais ça n'enlève rien à leur mérite. Et du coup, tu disais, tu croises quelqu'un qui ressemble absolument à rien,
pas du tout aux gens que tu croises normalement dans les incubateurs, etc. Et il te parle de son business et t'es sur le cul, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, enfin, cette révolution est en marche. Je sais pas si tu as déjà croisé des multimillionnaires américains, mais franchement, ils ressemblent à rien. Ils ont des dégaines. Non, mais tu vois, nous, on a ce truc du succès, il faut le montrer, un code vestimentaire et tout ça. En fait, aux États-Unis, plus t'es riche, moins tu ressembles à rien, quoi. Les mecs, ils s'en foutent de la dégaine, ils sont en sneakers, ils sont en t-shirt, ils font, j'ai monté cette boîte-là, j'ai investi dans Facebook. Et effectivement, tu as une forme d'accessibilité, de désacralisation du succès entrepreneurial rendu possible par historiquement le web, ensuite les cryptos, aujourd'hui par l'IA qui permet à des gens de construire des produits en no-code avec N8N, Lovable, ChatGPT, les IA agentiques. Et ça va permettre une diffusion de l'entrepreneuriat qui est hyper bénéfique. La question qui va rester, c'est le capital est encore aujourd'hui détenu principalement quand même par des typologies de personnes qui se ressemblent. Et heureusement, la crypto permet une forme de décentralisation. Et il faut pousser beaucoup plus vers là. Et c'est pour ça que des investisseurs qui lancent des fonds pour la diversité, qui lancent des fonds décentralisés, qui créent des club deals, où on a des logiques d'investissement beaucoup plus larges, ça aide à l'entrepreneuriat. Si tu avais un seul conseil à donner à un dirigeant qui envisage de se financer dans les 12 prochains mois, ça serait quoi? Pour un dirigeant, encore une fois, dans la tech, le conseil numéro 1, c'est ambition illimitée. Si vous avez une ambition illimitée, déjà, vous vous ouvrez les portes des investisseurs, parce que les investisseurs cherchent des profils avec une ambition illimitée. Et une fois que vous aurez votre ambition illimitée et que vous allez pouvoir construire votre boîte avec des investisseurs ou avec du chiffre d'affaires, vous allez avoir de nouvelles opportunités financières, du non dilutif, de la dette, etc. Mais la première étape, ambition illimitée, ne vous fermez pas de porte. Pas grave si vous échouez, pivotez, continuez l'ambition, itérez. Et avec un peu de chance, vous trouverez un produit de market fit et une trajectoire de croissance. Eh ben écoute, merci beaucoup Thibaut. Merci à tous d'avoir suivi cette émission d'ICO Club, donc le CEO Live Talk. C'était extrêmement intéressant et toujours aussi pédagogique, Thibaut. Franchement, t'es vraiment top dans ce que tu fais. Je t'avais rencontré à un premier événement, j'avais adoré la façon dont tu avais expliqué un petit peu les rouages de la levée de fonds. Là, j'ai pas été déçu. On a vraiment parcouru un nombre de sujets hyper intéressants. Donc, vous, en commentaire, dites-nous quelles questions vous auriez aimé poser à Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions que vous cherchez sur Google sur la levée de fonds? Est-ce qu'il y a des mythes sur la levée que vous posez, qui vous interloquent? Et surtout, abonnez-vous, rejoignez la page et les abonnés de l'émission. Et peut-être on vous rencontrera un jour à un événement du CEO Club. Merci Thibaut, très bonne soirée. On se retrouve ensemble à la soirée qui suit sur justement le financement de la levée de fonds avec 80 CEO qui nous attendent pour cette soirée fameuse qu'on va faire ensemble. Merci Augustin, c'était top. Ciao, ciao. Ciao.